Bonsoir. Very welcome, everybody. I will give my talk in English. Fortunately, my French is not good enough. But first of all, I want to thank everybody to be here. So first, this conference is called Kolam and Ephemeral Women's Arts from South India. It is a project that I started to develop around more than 10 years ago. So just in this occasion, I have the honor to be invited to have this conference here. And I would like to thank especially les amis de Liège IS, the friends of the IHES, which is easy for me, and especially Professor Jean-Pierre Bourguignon, who kindly told me that this project was just a good idea to bring here, which is a space where art and science, women tradition, anthropology, and other branches come together. So also I would like to thank the director of the IHES, Professor Emmanuel Humeau, and of course to the whole team of the IHES who's been involved because to be here for all of us and to have the exhibition is not the part I did before in India, just the work of all the team. As you can see, of course, I'm sure I forgot someone. I'm very sorry, but the reason why we are here is because of the work of everybody. So, okay. This work started in 2011 when I first traveled to India, to South India. I will show you right here. In Tamil Nadu, Chennai, it's where I start it's right here where you see the point. That's Chennai. So I start to travel, and then I got in contact with these fabulous drawings on the floor, and I was very curious about it. As I am a photographer and a movie maker, I was really interested in what was going on, because every day I saw a different draw on the floor. So then I just proposed to myself a project, and I said, okay, we have something potential to work here. And then as an anthropologist, I start to read many things about it. And I found something very interesting, and is that on academics, we have a very particular branch, which is called ethnomathematics, and that this draw is not just an anthropological or cultural based, but it has a lot of mathematical aspects that for sure I won't talk about it. We have Oscar to do it. So this is an ongoing project. First, this project which was developed under the Indo-European collaboration on moduli spaces, which was called Moduli, within the ARCES Marie Curie program supported by the European Commission during the years 2013 until 2017. Although I keep on traveling, my last travel was this year, that I have also the opportunity to show my Western vision about Kolam in also a very important scientific institution in Bangalore, in India. So this collaboration project, the ARCES and the Marie Curie program, was coordinated by Oscar. So he will join us after with the mathematical aspects of the project. Okay, so what's a Kolam? So I think everybody who were coming, when you were popping up, you could see our friends here, Visal and Sarita, that I am really grateful for you to come and to join us. They were performing a Kolam. So we had the chance to see a real life Kolam, how it is. So Kolams. Oh, sorry. I just jumped to the next one. So
it is a form of floor drawing art. In India, we can find many, many expressions of floor drawing art, but I'm focused on column. So it is made basically with rice flour, as you could see it. Sometimes it could be mixed with chalk, but mainly is rice powder, and you will see the reason why. It is a threshold drawing. As you could see it here, when you walk on the streets on Chennai, on Tamil Nadu, with the whole state, it is very common to find it. And it's a wonderful experience when you walk on the street and you just find what's this beautiful draw on the street. And they are performed every day in front of houses, business, buildings. Of course, now the time is changing and many people are living more in big buildings. We cannot find them as more as we can see it on villages, which is performed every day. But I have to say, to be fair, that in Chennai, which is a very, very big city, I saw columns every day. So it is very important to say also that it is performed by women, mainly. Also, I've seen some men doing it. And when I get to the educational part, I will explain the reason why. The word column, which is column, to be just on the right pronunciation, it's column. But it's easy for me as a Westerner to say column, means beauty. Okay, so columns, as you could see, are geometrical designs. You can see. So they are first, these points that are called puli in Tamil, they are called puli. So first, it is a grid pattern made on these dots. And after, and going then around with lines and curves, as you can see, like here, you see, they have to go around the dots, and never ever a person goes again twice. It is a very particular thing. So it has to be at the moment of someone performing the column, the girl or the boy or the lady has to be in total concentration, because it is a fail. If you go twice when you draw a column, you see that you place perhaps more points or more dots than you should. Okay, so the designs are composed of loops and lines that often curve around a grid pattern of dots. And this is, well, I won't go very deep in this, which Oscar will explain better, which is a Cambi column that is intertwining the dots. It's another kind of column which has a very particular mathematical expressions, but Oscar will explain this just after this. Okay. So we will see small video so we can have the whole glance of how the column is performed in Chennai.
Okay, so we have a first idea how it is done in the city. And as you could see, also when you came in, oops, sorry. The columns, they are made on rice flour, it is take with a special technique by these 3 fingers. So it has to be learned, the technique very precise, otherwise it won't be a line. When you practice it, it's very funny because you can just spread like, what's going on? I was trying to do a line and maybe you see something just like a curve or whatever. So there are other columns that are placed without dot grids. Those are called freehand column. And they are made up of several continuous closed curves. Those are associated, like you will see this one here, with never-ending cycles. You see, it's like going on, going on, going on, which also take us closer to what where this tradition is performed. It is performed into the Hindu tradition. Well, sometimes people ask me if they are familiar to mandalas, but no, mandalas is more North tradition and it is closer to Buddhism tradition. And this is a Hindu tradition. So the freehand columns here are also symmetric images. And it's very, very important to, as you can see here, the symmetry, even though that they are made of freehand and perhaps they don't have the grid dots to have a guide. As you can see, the symmetry is impressive and everything is made by memory. These images represent objects like mango leaves, lotus flowers, and animals. Similar floor drawings are also spread all around India. They have different names and also perform in a different context. What I can say about kolam is that it is a tradition that is performed every day before sunrise. So that's the particular thing. We have the other traditions like Alpan, Kolam, Mugu, or Rangoli. Sometimes these drawing arts can have some color flower, and well, but they don't use the dots patterns, and they are a different kind. Okay, so we can see here. I don't know if you can see it, but they are double line, and this double line on the draws are made on one hand. I mean, besides, it's not using the 3 fingers, 4 fingers are used, and it is a more particular technique. And the first time I saw it, I thought this lady was doing it again. No, it is not just on one. And then here we can see, we have these pictures outside also at the exhibition, the symmetry. And as Visal and Sarita were explaining to me, these kind of patterns are more used on Andhra Pradesh, which is another state from India. And of course, there are the dots, but it's not the grid dots as we can see on the column patterns. So I will show you how is a freehand column made.
So why women put column on the floor? Then here I am changing the word drawing to put. The reason why is that it's a kind of meditation, and also it's like an inspiration they receive. Most of the columns are drawn by memory and learned from, those are taught from a mother or grandmothers to children. So the point is that the column, it is linked to a divine perception. So they say that they are, sometimes women said to me, I am not drawing a column, I am putting a column, which means that they have the inspiration and they put the inspiration on the floor. Of course, they have a technique and they have a patterns to follow. But that's the reason why this word put is the most frequent you could find, that when ask people, what are you doing? I am putting a column, not drawing a column. So the cultural and anthropological, oh, sorry, I think I just, no, I'm right. The cultural and anthropological aspects about these column drawings, one of that we have the pleasure to enjoy today was to be welcome any being inside a place or inside a home. So people, ants, birds, or deities are just welcome inside the place. So when one walk on the street and see that there is a column, it is also like a language because it gives information to the outside world. This practice, it's also early morning routine, which is done before sunrise. So we are talking about the day you can start putting the column around 5:30 in the morning or perhaps earlier. And this rice flour, oops, sorry. No, I need to do, whoop, jumped, go back, sorry. Another, okay. So this rice flour that are used to make the columns feeds animals. So it takes us to the significance of coexistence. If we are familiar with the Hindu tradition, it is this word which is called dharma, which is to understand that we are connected to all expression of life. So it could be ants, could be birds, could be even the trees. It's just not that we are connected with human beings. So it's a way to honor this connection. It is also a meditation and yoga are involved, as you can, well, you will see, as you saw on the videos, the position of bending down is an exercise that some friend told me that this kind of bending down helps the hips to be flexible. So when a bird, when there is a childbirth, it is easy because there is a flexibility in this part of the body. Also the way, as maybe we can see how the Indians used to see it, which is very comfortable and give a lot of flexibility. So it is a lot of concentration is needed. So we can say that it is a meditation time for the ladies who perform the column. It is a religious practice in the Hindu tradition. And there are three deities, which is three goddesses who are the more worshipped in this column performance, which is Lakshmi Devi, these goddesses, which brings the prosperity and the abundance to the place. So the intention is very important. It's meditation. If someone here had the chance to practice meditation, it is always important to have the intention, even the intention of not thinking. But the intention when a column is done is to offer to bring this goddess inside the house. Also, Buddhi Devi, which is this deity, which is the goddess of Mother Earth, and Ganesha, which is perhaps is more popular here in Western, which is the boy who has this elephant. Maybe you have seen with the elephant head,
Well, this tradition is passed from mothers and elders to girls. And column is an auspicious symbol. It prevents the evil eye. It is also made for this, to prevent jealousy or envy. So it is also a way of communication to the outside world to say, okay, we are protected here, and we have the confidence that the gods that we call when we perform the column are going to protect us. Drawing columns is a communication language. Weddings, births, celebrations. As we will see outside on the exhibition, when we see a big column, for sure something is going on in the house. And when there is an absence of columns, is that someone is ill, or perhaps someone died. So it's a way to talk and not to talk without talking. That's something very interesting about the column, this aspect. Well, this is a cultural practice of oral transmission, and announce the world what's going on inside and what's going on outside. It also talks about the order. So when there is a woman inside a house and a column is performed, it's like a woman is saying to the world, I am organized in my head, my house is organized, and I'm open to have a connection with the outside world. So it is related, what we call in anthropology, liminal spaces. It's like a marked boundary between private household and general or public areas. As you can see here, well, perhaps it's not, you can see there are columns and the dogs here. And here's is the threshold. And it is a very curious thing that like around 80 years ago, when women were forbidden to go outside, so a maid could perform a column outside the house, because it was part of the culture at that time. So when a maid made a column outside the house and they placed a particular flower, it gives the information that in that house there was a girl ready to be married, because they were not going outside to the disco or parties like we do. So that's another way to socialize, and it's very interesting. It gives also, as happened to us right now when we were walking, it gives street rhythm, because it's not the same when you walk and you see nothing to call your attention on the floor. But here, as we could see it, it's like, oh, perhaps what should I do? Touch it, not touch it? So, well, as I said, also these column designs are carried out largely from memory. But of course, there are now some small books that you can find in bookstores to get a glance of different column patterns. It's also a moment of intimacy, concentration, and creativity for women, because we cannot imagine the amount of work that daily women have in India. I mean, it's another culture, but I have to say there is a lot of charge to women work inside and outside the house. Women are not necessarily aware of mathematical aspects involved. Oscar will talk much about this, but the capacity for spatial abstraction and understanding of symmetry are deeply ingrained tools, which is something that it's not used in education, as we will see now. So column as an ephemeral art and education. The elaboration of columns demands precision as well as fluidity. So when one starts to learn column since a small age, he can learn. It doesn't matter that we are not like 2 or 5 years old, but it is a good practice that gives this connection between the hand, the material that we touch, and also the brain. Each design on the floor is due to fade in the course of the day. The beautiful columns that we saw outside, perhaps if it rains today, as it is cold on the weather, we won't see them tomorrow. This ephemeral quality may also perceive as a way of understanding life. It can be seen as a metaphor of life
in that the present moment is the eternal and hence most important. And you can see it as we had the chance to see it with Sarita and Visala. When someone is put in a column, the concentration is all. It's right there. You don't have to be thinking about doing anything else. Teach column to children with learning disabilities is something that has been studied with, is something that has been studied and applied in Japan. Now I remember, yes. In Japan, there is a researcher on education and mathematics who is applying doing these columns for children with a disability on learning. And also it's a fantastic tool to develop this ability to have a spatial comprehension. And also after time, it will lead to have an easier comprehension of algebra and other mathematical contents that are more complicated. Well, not complicated, different, may say. Column is a tool to increase the capacity for spatial abstraction, understanding of symmetry, education. Well, following Vygotsky, he was a Russian psychologist, and he said something that applies very well to column. He said that human development is only possible in terms of social interaction, and column is a cultural practice that brings people together. We will see this here. For example, we have the Pongal festival at Mylapore. I will explain shortly what's a Pongal. Pongal is a celebration that happens at the beginning of January. It's not always the same date, because on the Hindu calendar, well, they have the administrative calendar, which is the same as we have, but this calendar it follows the moon. So it could be like 13 months to say something. So it is not always the same day when they have this celebration. And it is called Pongal because it's the harvest festival celebration. So in Chennai, for example, it means the time when the harvest is coming from outside, from the fields, coming to the city, when they were bringing, the people were bringing the harvest to be sold on the markets. And since 2001, 2001, this place, Mylapore, is one of the oldest neighborhoods in Chennai. So what the administration have done is that they closed the main street of the temple, of the Hindu temple, the biggest Hindu temple, and they give these small squares to people who wants to participate. And you will see boys, girls, women, of course, mainly women. And it is a place where people gather together. And in this context, you can find these such elaborated columns. You will see it better on the exhibition, but it is just amazing. And to have the chance to be in this festivity is full of joy, and gives you also the chance to see how fast and what precision these ladies have. It's just amazing. Okay, and I will give you just a small glass of what is this Pongal and Mylapore festival.
it is for the first video I've done. The first Kolam festival that I was in, and it was a very impressive, a very impressive experience. So just to finish this conference, well, I would like to share with you that this project had been traveled a lot. Yeah, so first I start in Madrid at the ICEMAT, which is the Mathematical Institute from Madrid. And after that, I went, the project flew to Portugal, then we went to Oxford, then to New York also. I have to say, yeah, of course. We were at the Stony Brook, at the Simon Center for Geometry and Physics, and I'm here also in this place, which is a place that Simon and his wife, they gave to have this kind of events, and also, of course, the mathematical activity and the scientific activity. And after New York, we went to Paris. We were at the École Normale Supérieure, and then to Madrid again, and then to Bangalore in India. And finally, we landed here in Buciaribet, and I'm very glad, I'm very happy to have the chance, the opportunity to share this project with you, which is a way to give my, to honor all the ladies that do this every day as a common and a daily activity, but that it involves a lot of things. More than that, it involves what women do every day that makes life beautiful. And that's also the reason why I am here. And thank you so much for coming. And I hope you enjoy the exhibition. And if there is anything you want to ask me after we finish, I'm here for you. Thank you very much. Et je veux remercier les amis de l'IHS et son président, sa secrétaire, le trésorier, secrétaire. Et je veux remercier certainement le IHS et son directeur pour m'avoir invité à passer cette période. Venir à l'IHS, c'est toujours comme venir chez moi parce que c'est effectivement ma connexion avec Jean-Pierre depuis presque 35 ans. Je fais mon premier postdoc ici à l'IHS il y a plus de 30 ans, disons. Et donc, c'est vraiment un plaisir et une inspiration toujours de venir ici. Donc, je veux remercier effectivement toute l'équipe qui a fait possible cette activité. Et donc, cette exposé va être une espèce de chose bilingue parce que, vous voyez, c'est écrit en anglais, mais je veux parler en français et parfois je veux parler en anglais aussi et écrit en français. Si par hasard je commence à parler espagnol, il faut me dire. Hein? Il faut me dire. Et donc, so this, I hope transparencies will be in English, so will be the non-French speaking people can at least understand something. From time to time, I will also, like now, speak a little bit in English. So je veux remercier Claudia aussi pour m'avoir invité à faire part de ce projet. Et effectivement, voilà, Claudia il fait des photos et donc je suis très embarrassé parce que je suis allé en Inde depuis 25 ans et que c'est justement seulement quand elle a voyagé en Inde que je me suis vraiment rendu compte de Kolam. Alors je voyais des Kolam, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça a été. Ah pardon, j'ai fait des choses. Ah non, c'est ça. Oui, donc et la chose est claire, c'est que comme elle l'expliquait, qu'est-ce qui se passe? Non. Comme elle expliquait, l'action se passe très tôt le matin.
Alors, moi, comme un bon espagnol, à cette heure-là, je dors. Alors, mais heureusement, ça dure un peu, et donc, mais c'est elle qui m'a fait remarquer. Ça, j'étais étonné, effectivement, j'ai d'ampleur de cette activité et de la nature de cette activité. Donc, voilà. Donc, je vais me concentrer surtout à ce que on appelle Kambi Kolam et la tradition de Sud-Inde, c'est surtout ça. Et c'est vraiment, il y a cette grille on a vu dans le film, on a vu ici les merveilleuses choses que nos amis indiens ont fait, et, et que c'est pour moi un moment sur les poulies, les points. Et donc, c'est pour moi un moment, euh, je suis toujours fasciné par ça. Le début de la précision avec laquelle on fait ça, c'est vrai que ce sont des points, mais c'est fascinant pour moi. Donc, j'ai très souvent alors les lignes, il y a une seule ligne ininterrompue. Parfois, il y a beaucoup de lignes, hein, mais c'est surtout, alors cette colonne où il y a une seule ligne ininterrompue et fermée, c'est ça qu'on appelle Cambi column. Cambi, hein, c'est le wire en anglais, donc c'est vraiment, voilà. Et, euh, et on a vu ce type de Cambi column, et c'est ça sur la chose que je veux me concentrer. Et je veux expliquer euh, euh, alors, je n'ai pas beaucoup de temps, et donc, je ne tiens pas à laisser beaucoup de temps, et donc, je vais me concentrer sur de petits aspects. Il y a beaucoup des aspects mathématiques, mais je vais parler que de quelques-uns, et aussi les connexions avec l'informatique, hein, c'est que je trouve très intéressant. Et euh, il n'y a pas de règles. Chaque fois que j'ai essayé de voir quelles sont les règles, tout ça, il n'y a pas de règles parce qu'on voit des choses et de définir même qu'est-ce que c'est les colonnes. Mais il y a, quand on regarde, on peut voir, observer qu'il y a effectivement des lignes continues et qui doit aller autour de points. Et il y a toujours certainement de la symétrie. Et c'est pas toujours le cas, mais dans le Cambicolum, c'est vraiment c'est lisse. Il n'y a pas de angle, des choses comme ça. Sauf que parfois, on les trouve. Et donc, et, et donc les femmes qui font ça dans les endroits ruraux et urbains, euh, ils ne savent pas nécessairement quelle est la mathématique, ils ne parlent pas de théorie des groupes, des choses comme ça pour parler de symétrie, mais ils connaissent très bien, de façon naturelle, qu'est-ce que c'est que la symétrie. Et donc, cette règle, elles sont implicites dans les choses qu'ils font. Euh, alors, voilà une question que se pose très clairement quand on regarde un colonne. Est-ce que c'est possible de faire cette colonne dans une seule ligne continue? Alors voilà, c'est une question très naturelle. Et donc, c'est ça le cambicolum. Est-ce qu'on peut, en regardant, est-ce qu'on peut décider? Et si ça s'est fait avec une seule, on peut le faire. Ce fait, on va voir que c'est pas toujours le cas, mais est-ce qu'on peut le faire avec une seule ligne continue? Et donc, la réponse à ça, effectivement, était donnée par Euler. Hein. Euler nous a donné la réponse à ça et que, justement, lui, il a créé la théorie des graphes. On a essayé de répondre à cette question dans un autre contexte. Hein. C'est le contexte les ponts de Königsberg, hein, que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez. Alors, le problème, c'est que la ville, alors il y a une rivière, le Bregel, hein, et donc il y a deux rives et il y a deux îles à l'intérieur.
on a l'impression qu'on parle de Paris, n'est-ce pas? Voilà, c'est exactement la même chose. Sauf que ici, il y avait 7 ponts. À Paris, je pense qu'il y a beaucoup de plus, hein, mais le même problème se pose. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est est-ce qu'on peut se promener en traversant tous les points une seule fois, hein, et seulement une seule fois? Voilà, c'est ça la question que s'est posée à l'époque, hein, à Königsberg, qui était à l'époque faisait partie de la Prussie, maintenant c'est fait partie de la Russie. Donc, donc voilà, si vous voulez penser à Paris. Mais donc, comme justement le mathématicien, d'un problème complexe et réel, on fait beaucoup de simplifications. Et la première simplification qu'on fait, c'est voilà, ce dessin ici, hein, et donc, oui, ça, on peut voir encore la rivière et tout ça, les ponts, mais la vraie simplification, c'est celle-là, OK, où on voit effectivement l'apparition d'une graphe, hein, ce qu'il y a des sommets et des arêtes. Alors, vertices and edges, a graph. Et voilà, ces graphes-là représentent exactement la situation. Le sommet, c'était un morceau de terrain, hein, par exemple, ça c'est ça, et cette île, cette sommet, cette autre île, et voilà, c'est comme ça. Et ça représente le pont. Hein, d'accord, alors ça c'est beaucoup plus simple et ça que Euler a regardé. Et donc, et voilà, j'échange de langue maintenant. Alors, parce que c'est des idées un peu plus compliquées. Alors, je veux revenir. I'm going to come back to English. So don't panic if you don't understand this. But, so, Euler a remarqué que, sauf l'extrémité de la marche, le début et la fin, hein, chaque fois qu'on entre dans un sommet, hein, dans un terrain, hein, par un pont, on quitte le sommet par un autre pont. Hein. Ainsi, tout parcours dans le graphe, le nombre de fois où l'on entre dans un sommet non terminal, pas la fin ou le début, est égal au nombre de fois qu'on le quitte. Voilà. Et donc, ça permet de... Et donc, si chaque pont a été traversé exactement une fois, alors pour chaque masse terrestre, à l'exception de celle choisie au départ et à la fin, le nombre de ponts touchant ces terrains de masse doit être pair. D'accord? Et voilà. Et puisque le nombre de arêtes touchant tous les sommets du graphe est en paire, hein, parce qu'effectivement, vous voyez, alors ça c'est un peu lent. C'est pas que ça se passe. Voilà, ok. On est ici, voilà, dans tous les sommets, le nombre de arêtes, c'est en paire. Et alors ça, effectivement, nous dit que pas question de se lever le matin pour aller essayer une fois de plus si on peut faire cette promenade. Parce qu'effectivement, Euler nous démontre que ça, c'est pas possible. Et c'est effectivement le début de la théorie des graphes. Hein. Et voilà, laisse-moi mettre ça un petit instant en anglais. Hein, et donc c'est comme je dis, pas question de le faire et d'essayer, mais avec ce théorème, on peut répondre à la question si c'est pas possible, mais est-ce que, parce que le théorème d'Euler dit que c'est une condition nécessaire, hein, mais le fait que ça soit une condition suffisante, suffisante, ça est un autre théorème. Il a fallu 100 ans, 100 années de plus pour démontrer ça. Et, et c'est le mathématicien allemand Holtz, un élève de le fameux Hesse, qui a démontré ça, que son théorème est apparu posthume et il est mort très jeune. Mais voilà. Et donc, et ce type de colonne,
ne sont pas le type qu'on a vu de Cambicolam et tout ça, mais quand même, la question se pose, et c'est ça que je dis. Alors, on voit clairement, en regardant ça, ça et ça, qu'on peut pas, qu'il n'y a pas une ligne continue. Hein, parce qu'effectivement, vous pouvez compter le nombre de arêtes qu'il y a, et c'est toujours impair et tout ça. L'unique pour lesquelles on peut faire ça, c'est celle-ci. Mais alors, et justement, le théorème d'Euler, pas le théorème d'Euler, euh, le réciproque aussi, nous dit que ça, c'est possible. Une autre façon, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Hein. Et donc, voilà, et la question se pose aussi par cette autre colonne. Là, c'est un vrai cambicolum. C'est un polycolum et un cambicolum, dans le sens qu'effectivement, le théorème de Grave nous dit que c'est vraiment, on peut le faire avec une seule ligne continue. Une autre chose, une autre affaire, c'est si les femmes de Chennai vraiment font ça d'une seule ligne continue. Et pas mal de fois, on triche. Je regardais ça, je l'ai vu. Hein, et voilà une façon de tricher. Alors que et quand même, c'est une façon très intelligente parce qu'il y a une symétrie. Alors il fait ça d'abord, après fait une rotation et fait la même chose ici, la même chose ici, et à la fin, elle finit comme ça. Alors, c'est tricher, mais ça pose une vraie question pour pour les experts en faire colonne, hein, et de comment est-ce qu'on pourrait faire ça d'une seule ligne continue. Voilà. OK. Je veux parler d'un autre aspect qui je trouvais fascinant aussi dans les colonnes, c'est une connexion avec l'informatique. Hein. Euh, et c'est justement informaticien Yves Siromoney de Madras Christian College, qui, avec sa femme, Rani Siromoney, qui était aussi un informaticien, se sont intéressés au Colam, à une connexion à ce qu'on appelle langage de dessin. Hein. Le langage de dessin sont comme un type une manifestation de langage formel. Hein. Et donc, elles se sont intéressées à ça et ils ont remarqué que d'une façon similaire à le langage informatique, les collamns proportionnaient effectivement de matériel qu'on pourrait analyser de façon informatique et en trouvant quel était le, le langage formel. Alors ça, ces questions de langage formel, c'est une question qui à l'époque était très populaire avec Chomsky qui avait essayé de voir si dans l'analyse linguistique, hein, de langage usuel, de essayer de cette chose de langage formel et aussi par le biologiste Lindenmayer qui voulait étudier l'évolution, croissance de plants et d'arbres, de fleurs et des choses comme ça. Et voilà. C'est intéressant parce que j'avais lu je suis sur lui dans un livre de Masha Asher que je vais mentionner. C'est une des personnes qui s'est intéressée au collamn de point de vue mathématique et que je ne savais rien sur lui et que je regardais en Internet et j'ai vu que toute l'information était dans une page cette page est familière. Alors, cette page-là, c'était la page de Chennai Mathematical Institute, institut créé par notre ami Seshadri, hein, CS Seshadri. Euh, et donc, j'ai été étonné que c'était c'est pas exactement pour quelle raison ça logeait là. Hein. Donc, voilà. Ça, euh, alors, euh, laisse-moi écrire ça. I will write that first in French and I will come back to English. But, so, qu'est-ce que c'est un langage formel? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un langage formel en général?
Alors, il y a un alphabet, c'est ensemble de symboles. Il y a un axiome. Un axiome, c'est une chaîne de symboles de départ. Je vais expliquer un exemple. Ne pas paniquer si ça sera langage formel. Il y a des règles de réécriture. C'est un ensemble de règles pour créer de nouvelles chaînes de symboles. Hein. Alors, on commence avec une chaîne de symboles, avec cet alphabet, et on dit, écoutez, il y a cette règle qu'il faut suivre pour produire d'autres chaînes. Et les résultats, hein, en appliquant ça, sont les résultats, on appelle résultats, hein, de l'application répétée de les règles de réécriture. Euh, et le langage du maths est obtenu en traduisant les symboles en des images ou des mouvements. Alors, il y a le symbole peut être abstrait, mais on peut le traduire en image ou en mouvement. Et, et voilà. Et, et la question, c'est que les langages des images de colonnes sont vraiment, quand on pense de cette façon, on peut comprendre la façon algorithmique dans laquelle les colonnes sont produits. Même si les femmes qui font ça, c'est pas qu'il y a algorithme, même qu'est-ce que c'est ça? Et dans son intérieur, ils font ça d'une façon algorithmique. Et donc, et on peut voir aussi hein, la croissance des modèles définissables qu'on peut préciser. Hein. Euh, euh, voilà. I leave this a little bit for the English-speaking people. So we have this formal language with alphabet, set of symbols, an axiom starting a string of symbols, and then rewriting rules that is telling us how to create new strings of symbols and the outcomes, what it comes. So the picture language is obtained by translating the symbols into pictures of moves, right? And in this way, one can understand very nicely how the column, many of the columns, the internal structure of the column. Hein? And je vais vous donner un exemple. Je répétais les français, au cas où. Et donc, voilà un exemple. Cet exemple, c'est ce qu'on appelle Anklets of Krishna. Et donc, c'est un exemple qu'on peut produire de cette façon. Je vais vous expliquer. Alors, je vais revenir après à ça. En général, dans pas mal de colonnes, hein, dans le langage de dessin, il y a 6 mouvements, hein, comme ça, right, hein, droit, 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 left, hein, etc. 6. Et je vais ajouter un autre, que c'est la ligne droite. Alors, notre alphabet, mais dans l'exemple que je veux mettre, l'alphabet va consiste uniquement, dans l'histoire que je vais raconter, consiste uniquement à 3 de ces mouvements. F, la ligne droite, R1 et R3, je vous rappelle. R1, c'est ça et ça. Avec ça et la ligne droite, c'est mon alphabet. D'accord? Alors, 3 symboles. Et donc, c'est ça l'alphabet. Axiome. Axiome, c'est cette suite de. Hein, je commence avec ça. Parce que je veux. Je le veux. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, je le veux? Si je reviens à mon exemple, hein, vous voyez que ça, c'est exactement l'axiome avec lequel je commence. Alors, si vous traduisez cette dessin, cette colonne, et avec le 3 symboles, hein, l'axiome avec lequel je commence, que la représentation de dessin, c'est ça correspond à justement ça. Et les règles de réécriture sont que chaque fois que je vois F, la ligne droite, je la laisse tranquille. Mais chaque fois que je vois R1, je le remplace par ça. Et chaque fois que je vois R3, je le remplace par ça. Hein. Et j'applique cette règle de réécriture à mon axiome. Et voilà, R1,
OK, je le substitue par ça. F, tranquille, je le laisse. R3, voilà, je vais mettre tout ça, hein, parce qu'on me disait ici qu'il fallait faire ça. Et comme ça, je répète. Alors, quand vous répétez ça, hein, par exemple, alors, et vous répétez ça, hein, d'accord? Et donc, si je reviens à l'exemple, le Anklets of Krishna, hein, justement, ça c'est l'axiome, ça c'est la réécriture une fois, c'est la réécriture deux fois, et si vous continuez comme ça, hein, vous pouvez aller jusqu'à l'infini. Alors c'est vraiment, on peut voir une croissance exponentielle, une vraie croissance exponentielle, pas dans le sens que le journaliste dit non, non, hein. Euh, voilà. Et ok, ça c'est un exemple. Donc, quand on voit ça, on comprend qu'effectivement, cette Anklets of Krishna, qui s'est fait de façon intuitive, par exemple, il y a vraiment cette structure interne. Et ça, c'est une. Et aussi, on voit que le Colam donne beaucoup d'exemples des choses avec l'informaticien. On peut travailler et faire des études et des choses. OK. Euh, qu'est-ce que. Oui, il y a un autre exemple de colame qui est aussi un cambicolame, même s'il n'y a pas de points, no police, hein, mais c'est le serpent, hein. Et donc, le serpent ici, c'est vraiment, on peut le faire aussi de cette façon. Je ne veux pas vous donner l'axiome, ni l'alphabet, ni rien, hein, hein. C'est ça. D'abord parce que je ne connais pas, mais ça existe. Alors, il y a un axiome, il y a une règle et tout ça, puis on peut le faire. Effectivement, l'intérêt de ça, c'est que ça produit, quand vous répétez, c'est une courbe, euh, ça c'est un fractal, hein. Le serpent de Cambicolum. euh, D'abord, on observe une différence avec les autres Cambicolum, c'est qu'il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas d'intersection dans les courbes qu'on a vues. Il y a toujours d'intersection. Ici, il n'y a pas d'intersection. Et mathématiquement, cette colonne, c'est très intéressant parce que, effectivement, pardon, je ne voulais pas dire ça. Non, 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 non. I'm spoiling talk. Ah, pardon. OK, revenons à ça. Donc, j'étais là. OK, je disais que c'est un procès récursif, hein, et que ça donne une courbe à la fin de fin, simple, fermée, euh, comment on dit self-avoiding, qui ne se coupe pas, hein, comme ça, voilà, c'est ça que j'avais dit avant, mais et peut euh, être rempli tout l'espace. Merci Jean-Pierre. Rempli tout l'espace, hein. Et aussi, il y a cette croissance exponentielle, hein, voilà. Euh, et donc, bon, je pense, je pensais parler des Fibonacci number, mais je laisse ça pour une autre occasion. Mais je vais tout simplement vous dire, ça c'est une. Alors, je pense que pas mal de vous, vous connaissez le nombre de Fibonacci et tout ça. Mais ça, c'est une autre idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui est, c'est S. Naranan, un physicien qui est aussi, lui, il faisait partie de l'Institut Tata, où nos amis Narasimhan, Seshadri, Ramanan et d'autres gens que nous connaissons, hein, et ont travaillé, et que s'intéressait au Kolam quand il était à la retraite. Au Tata, on fait la retraite à 60 ans, et donc il faut effectivement faire d'autres choses. Et donc, elle a produit de collamn qui suivait le nombre de Fibonacci. Je n'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui, hein, parce que nous sommes vraiment déjà dépassé le temps, mais je vais vous parler de, qui était mentionné par Claudia, la connexion de collamn avec ethnomathématiques. Alors, ethnomathématiques, c'est un terme qui, en fait, ça serait l'union de mathématiques et anthropologie, hein. C'est, disons,
c'est un terme introduit par le mathématicien brésilien Obiraton D'Ambrosio, et qui justement, c'est l'étude des idées mathématiques dans les cultures en général, des cultures qui n'ont pas sont des cultures d'expression orale. Hein, et mais pas exclusivement, parce qu'effectivement, les Indiens ont vraiment d'expression écrite très. Mais voilà. Et j'avais mentionné Masha Asher, qui, avec son mari, qui était anthropologue, se sont intéressés à beaucoup de sujets qui font partie de l'ethnomathématique. Elles sont, avec Robidaatan et Paulus Guedes, sont de créateurs de cette discipline qui s'intéresse à l'étude des idées mathématiques dans son contexte culturel, par opposition, si nous voulons, à la mathématique occidentale, hein, qui est universelle et tout ça. Hein. Sauf que le mathématicien s'approxime à ça avec la mathématique que nous connaissons, et que c'est ce que c'est. Voilà. Et euh, effectivement, comme je dis, le Colam vraiment proportionne beaucoup d'exemples c'est une des exemples. Il y a beaucoup, je n'ai pas mentionné, et je le dirai tout rapidement, parce que vraiment la proximité avec les Colams est incroyable. C'est les dessins sur les sables. Les dessins sur les sables qui ont fait dans le pays beaucoup d'endroits, dont l'Océanie Pacifique et aussi en Afrique, en Angola, et que Paulus Guedes, qui était un mathématicien vraiment de Mozambique, mais qui a étudié ça, et que le sujet de dessin sur les sables, euh, les motivations sont différentes à ce qu'on a vu pour le Colam, mais c'est très similaire. On fait avec le doigt, hein, et sur les sables. Hein, donc, pas de riz. Et voilà. Et donc, et vraiment, les potentiels du Colam en particulier et d'autres pratiques, d'autres sujets, euh, d'autres pensées mathématiques dans des contextes culturels différents sont vraiment des sujets très intéressants pour l'éducation. Pour beaucoup de raisons. Déjà, mettre les enfants à faire des dessins, ça, on a vu, Claudia a fait pas mal d'ateliers et qui sont vraiment toujours très contents et ça développe son vision spatiale et tout. Mais aussi, il y a un autre aspect, c'est de la compréhension d'autres cultures, le respect pour d'autres cultures, hein, le respect pour d'autres, des gens qui viennent d'autres, qui sont à notre origine. Et voilà. Et je finis ici avec cette conclusion, hein, le Colin représente une fusion de art et science, hein, ce que justement Jean-Pierre avait mentionné, le type d'activité qu'on fait, de religion et philosophie, l'éternel, l'éphémère, le matériel et le spirituel. Voilà. Et donc, je laisse quelques références ici qui je trouvais utiles et merci.